Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui dans un format spot sur le thème de la cathédrale gothique. J'ai bien évidemment pensé à vous offrir un numéro sur Notre-Dame, d'autant qu'avec ma famille, nous y avons une attache particulière, puisque mon grand-père, Joseph Bechet, facteur d'orgue, y restaure l'orgue dans les années 1930. Il dirige alors la grande manufacture Cavalier-Coll. J'avoue que le florilège des magnifiques reportages télévisuels diffusés en cette fin 2024 sur Notre-Dame m'ont quelque peu aidé à renoncer à cette idée. Et à moins qu'un jour l'architecte en charge de la cathédrale, Philippe Villeneuve, n'accepte de venir dans Comme d'Archi, j'en serais ravie. En attendant, peut-être Godot, il m'a semblé plus judicieux de vous parler de la cathédrale gothique dans sa globalité, d'en rappeler quelques fondamentaux. Jusqu'ici, je ne vous avais que rarement parlé d'église, bien que je les adore depuis toujours, non que je sois bigote, en dépit des plus de 10 années passées en classe chez les bonnes sœurs. Mais c'est plutôt la transcendance qui m'a toujours questionnée, fascinée, et aujourd'hui, je regrette tant l'abandon collectif de ces racines-là. Bien sûr, je me méfie par-dessus tout du dogme, qui permet aux assoiffés de pouvoir les abus les plus terribles. Religion ou pas religion d'ailleurs, car ça, c'est valable pour toute chose humaine. La nature ayant horreur du vide, il serait quand même terrible de voir la fille aînée de l'Église assister à sa propre fin. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense aussi que l'épreuve de Notre-Dame brûlée, puis sauvée, quasi miraculeusement, nous rappelle à nos racines et apporte un regain d'intérêt. Alors, glissons-nous dans cette brèche, même fragile, et atterrissons au cœur de l'art gothique. Mais qu'est-ce que cet art ? Il est vrai que le grand public pense qu'il se définit par la voûte à nervures. Pourtant, la voûte à nervures est utilisée dès l'époque romane. Il en est de même pour l'arc brisé, déjà fréquent à l'époque romane. Pour la voûte à nervures, citons l'abbatiale de la Sainte Trinité de l'Essai, en Normandie, romane. Et pourtant, les voûtes à nervures, paradoxalement, sont bien gothiques. Disons alors qu'une technique ne peut, à elle seule, définir un style, et sachant que le style gothique s'est imposé à partir de 1140 jusqu'au XVIe siècle, et encore bien au-delà. Les premiers monuments gothiques sont construits en Île-de-France et en Haute-Picardie, alors qu'un art roman y existait déjà. À Reims, Chartres ou encore Amiens, des cathédrales romanes ont préexisté aux édifices gothiques. La consécration du bloc de façade de Saint-Denis le 9 juin 1140 par l'abbé Suger marque le point de départ du style gothique. Le contexte politique joue en sa faveur. Au sein des États d'Occident, la royauté assoit sa souveraineté, alors que la féodalité décline, et même la papauté. Saint-Denis est une abbaye dite royale, où les rois sont enterrés. Elle conserve en son sein les insignes de la royauté. Au sein de villes en pleine croissance commerciale, voire industrielle, l'architecture gothique est définie comme un véritable aménagement urbain en continuité historique des cathédrales romanes. Intellectuellement, la pensée scolastique, tentant de concilier la raison et la foi avec Abélard, puis plus tard avec Thomas d'Aquin, entre autres, stimule cet élan spirituel. La cathédrale propose un ensemble organisé, rationnel, où la lumière diffusée par les vitraux permet aux fidèles de passer des choses matérielles aux choses immatérielles. L'organisation rationnelle se trouve constamment dans l'art gothique. L'art gothique s'intéresse au corps humain, à l'expression psychologique. Elle propose une unité de voûtement et élimine peu à peu ce qui s'oppose à cette unité, telles les tribunes, les cryptes, les blocs de façade. Dans la logique de l'ordonnancement, s'impose petit à petit la correspondance des éléments entre eux. Saint-Denis et la cathédrale de Troyes sont les deux exemples d'un empiètement formel parfait.
Mais la perfection n'étant pas de ce monde, chaque contexte offre des variantes. Chaque édifice procède d'une alchimie savante, témoin de ou des époques traversées, de la région, des maîtres d'œuvre, de la religion. Par exemple, à la mort de Saint Louis, la confiance dans le pouvoir de la raison fléchit, marquant le retour à l'irrationnel, favorisant le mysticisme. Puis vient la Renaissance, qui qualifie le gothique par opposition, désignant par là même ce qui est laid. Pourtant, le gothique perdure inlassablement jusqu'au XIXe siècle, où il renaît avec une ferveur dans le style néo. Gothique est heureusement de nos jours débarrassé de cette tonalité négative. Mais revenons à ses origines où, de 1150 à 1270, s'ouvrent de nombreux chantiers sur un territoire relativement restreint, le bassin parisien. Après la mort de Saint-Louis, survenue le 25 août 1270, l'activité sur les chantiers ralentit. Les programmes sont moins ambitieux. On cherche à compléter les projets, mais de manière plus ponctuelle. Les financements des cathédrales sont assurés par les revenus des chapitres et des évêques procurés par leurs terres. À cela s'ajoutent des revenus dits extraordinaires, ceux des quêtes, qui utilisent la grande dévotion des populations de l'époque pour les reliques. Ceci étant, les chantiers connaissent des périodes d'arrêt pour cause de caisses vides qu'il est nécessaire de réalimenter afin d'être en mesure de poursuivre. À mesure que l'on s'élève dans l'édification, le coût augmente car l'élévation requiert davantage de technicité et de moyens. Les engins de levage, les échafaudages. Par dérive sur le secret des maîtres maçons, on en est venu à penser que les cathédrales étaient anonymes, ce qui n'est pas juste. Les labyrinthes de Reims et d'Amiens, par exemple, indiquent le nom des maîtres d'œuvre et leur rôle dans la construction. C'est seulement à partir du XIVe siècle que le maître d'œuvre devient un architecte au sens moderne. Ainsi, il conçoit, dirige, mais laisse désormais l'exécution à d'autres. C'est au cours du XIIIe siècle que l'on voit apparaître la généralisation de la pratique du dessin d'architecture. Le chantier, dans la plupart des cas, s'ouvre à l'est, ce qui est logique si l'on sait que la partie essentielle de l'église est son sanctuaire. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Il arrive que l'on enveloppe l'ancienne église pour permettre la continuité du culte. La construction des cathédrales correspond à plusieurs générations, une centaine d'années, durant lesquelles se succèdent plusieurs maîtres d'œuvre. Mais l'on remarque globalement l'absence de modifications importantes par rapport au programme initial, qui arrive à être transmis. On peut conclure en disant qu'aucune cathédrale n'a réellement été achevée. Néanmoins, l'art gothique ne se limite pas à ce programme. Abbatial, collégial, paroissial témoignent d'autant d'adaptations et de variantes à l'usage de l'architecture religieuse dite gothique. Je tenais à partager ces quelques fondamentaux que beaucoup d'entre vous connaissent probablement déjà pour cette semaine de transition entre 2024 et 2025 et que quelque chose de profond, de transcendantal nous accompagne pour rebâtir notre monde fracturé. J'espère vous retrouver dans l'année pour passer aux techniques constructives de l'édifice gothique. En l'attente, nous avons beaucoup de témoignages à diffuser au premier trimestre 2025. Et dès la semaine prochaine, nous parlerons transition, car je pense que beaucoup de signaux faibles semblent à nouveau nous orienter vers plus de raisons. Sur cet élan gothique et cette lumière particulière qu'il nous apporte, je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Comme d'Archi et très bonne année à vous tous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.